Bon, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler SEO avec Valentin. Valentin, bienvenue, merci. Salut. Est-ce que tu peux te présenter pour expliquer un petit peu ce que tu fais, qui t'es et qu'on comprenne vraiment bien Ouais. Merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je m'appelle Valentin Rouault. Ça fait quelques années que je fais du SEO. J'ai monté une agence, j'ai été aussi freelance. Donc voilà, aujourd'hui, je pivote un petit peu. Je vais passer sans doute plus sur de la partie formation et coaching. Et puis, je suis content d'être avec toi pour parler un peu de SEO parce que c'est une passion. Trop cool. Et puis le SEO, c'est une manière assez importante et très efficace pour les entreprises de devenir visibles sur Internet, tu vois, surtout de manière organique. Il y a plein de légendes à ce sujet. Je pense qu'on va traiter un peu une par une sur le fait que ça peut prendre énormément de temps, des fois peut-être plus ou moins, que ça dépend des techniques. Il y a peut-être des stratégies qui sont connues que tu pourras peut-être débunk. Enfin, ça va être super intéressant. Pour commencer, déjà, ce serait pas mal, je pense, que tu nous expliques à quoi ça sert en gros le SEO et comment on peut s'en servir aujourd'hui en tant qu'e-commerçant surtout. Ok. Donc le SEO, Search Engine Optimization, je ne vais pas refaire toute la définition avec les 3 piliers, etc. parce qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà entendu beaucoup de fois. Ouais. Le principe de base du SEO est de la visibilité organique, parce que c'est ça qu'on propose, parce qu'en fait le SEO, on dit souvent que sur Google, ça peut être aussi partout là où il y a des moteurs de recherche et des algorithmes, quoi. Donc YouTube, c'est aussi le cas, potentiellement TikTok, potentiellement Insta aussi. Et donc, l'idée du SEO, c'est de comprendre tous les mécanismes de ces réseaux, de ces moteurs-là, pour faire en sorte de se placer là où l'attention de sa cible est la plus gratuite, entre guillemets, donc la plus organique. Et ça tombe bien parce que c'est là aussi que l'attention est la plus efficace. Quand quelqu'un vient sur un site web ou sur un réseau social à la recherche d'informations, entre guillemets, on sait qu'elle est là pour manger un peu de contenu. Ouais. Si on produit le bon contenu de la bonne manière, il y a de fortes chances de pouvoir convertir. Et donc, pour les e-commerce, la conversion, c'est pas comme pour le B2B, par exemple, où ça va être que des leads. Là, ça se traduit vraiment en argent sonnant et trébuchant. Donc, moi, ça fait partie de ce que je préfère faire en SEO. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des implémentations, on voit direct les résultats en argent réel, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà, le but, c'est je connais l'algorithme, j'applique les bonnes pratiques qui font que je vais être en phase avec ça. Et derrière, j'attends de voir si ça fonctionne ou pas et j'ajuste. Voilà. Ok, super. On va donc voir toutes ces bonnes pratiques. Tu vois, imaginons là, si j'ai une boutique et que je la lance, qu'est-ce qui est indispensable pour toi pour apparaître, on va dire, en organique? Tu vois, le 80-20 en gros. Ok. Déjà, il y a une première brique technique. C'est-à-dire que tout se passe à partir du moment où les pages apparaissent sur Google, notamment, quoi. Mettons que tu vendes, je prends toujours l'exemple des chaussures de running. Tout le monde prend toujours l'exemple des chaussures de running, donc je vais le garder. Les chaussures de running, par exemple, donc tu veux créer un e-commerce là-dessus. Tu vas avoir plusieurs types de chaussures de running, parce qu'il y en a qui vont faire sur route, sur chemin, sur machin, etc. Donc déjà, il va falloir définir un peu tes requêtes cibles. Okay, ça, en général, ça se fait quand on passe par une agence, par un freelance, c'est ce qu'on appelle un audit SEO. C'est ni plus ni moins que de la recherche de mots-clés. C'est vraiment la base du SEO, parce que c'est ça qui va te dire quel genre de page tu vas créer, quel genre de contenu tu vas créer, pour quel genre de cible. Okay. Donc, il y a des mots-clés qui sont archi-génériques, genre chaussures running, où il y a forcément beaucoup plus de concurrence. Et il y a des mots-clés qui sont beaucoup plus atteignables pour des petits sites qui commencent. Okay. Style, je sais pas, chaussures de running pour courir en chemin ou pour courir en montagne ou ce genre de choses, qui vont être des mots-clés plus précis, sur lesquels tous les sites vont pas forcément se positionner et de manière assez naturelle. S'il y a moins de concurrents sur un mot-clé, ce sera moins difficile pour les sites qui se positionnent dessus de monter sur la première page et potentiellement en première position. Okay. Donc ça, c'est la première étape, définir les requêtes qu'on va cibler, essayer d'en trouver qui soient le plus longue traîne possible. En général, pour faire simple, les mots-clés longue traîne, c'est les mots-clés et donc les requêtes qui sont tapées par les utilisateurs avec beaucoup de mots dedans. Encore une fois, il y a plus de monde sur chaussures de running que sur chaussures pour courir en forêt. C'est assez logique, en fait. Et donc, à partir du moment où on a ça, on a une arborescence du site qui se dessine. Parce que si on a les requêtes, il faut qu'on crée les pages pour se positionner dessus. Donc, c'est la première chose à faire, parce que ce sera plus facile de se positionner là-dessus. Ensuite, le reste, on va peut-être en parler un peu au fur et à mesure pour ne pas inonder d'informations tout de suite, parce que le SEO, c'est très
J'ai l'habitude de dire que c'est très difficile, mais c'est pas complexe. Chaque brique est assez simple à mettre en place. Mais il y en a tellement que ça devient un job à temps plein. Ouais. et le mien notamment, donc voilà. Ok, donc quand on commence, on identifie déjà nos mots-clés. On essaie de trouver les phrases un petit peu longues parce que sinon on a trop de concu. Et on crée des pages à ce propos. C'est-à-dire qu'on va créer une page du coup de blog spécifique à ce mot-clé-là. Comment on s'organise là-dessus? Ouais, alors ça, c'est des conseils qu'on entend souvent, notamment sur la partie blog, qui est une partie importante, évidemment, parce que c'est aussi une question de volume, le SEO, de à quel point tu vas pouvoir répondre à un ensemble de questions qui vont être des sous-sujets, en fait. Ouais. Par exemple, si jamais tu as une page sur les chaussures de running, mais que tu as aussi sur des articles de blog qui parlent de comment choisir le bon amorti, choisir des chaussures de running pour les débutants, pour les confirmer, etc. Bah, en fait, ça va créer ce qu'on appelle en SEO du topical authority, donc de l'autorité thématique. Restez, je vais expliquer ce que c'est tout de suite. L'autorité thématique, c'est faire comprendre à Google que tu es un expert de ton sujet. Okay. Par exemple, toi, tu es dans l'acquisition. Si tu parles juste, si tu publies juste un article de blog qui va dire les différentes manières de faire de l'acquisition pour son site web, il y a peu de chances qu'il se place en première position. Ouais. Par contre, si tu en fais un sur l'acquisition générale, acquisition méta, acquisition TikTok, acquisition organique, etc., il y a beaucoup plus de chances que tu te positionnes sur les mots-clés longue traîne que tu vas traiter, mais par effet de je dirais, de similarité et par les liens que tu vas faire entre les pages, tu vas avoir plus de chances aussi de ranker ton article principal qui va être sur l'acquisition générale où il y aura plus de gens, quoi. Donc en fait... le blog, important, oui, mais c'est aussi une question de contenu sur chacune de tes pages, sur les pages produits, sur les pages catégories. Un article de blog ne vaut pas plus qu'une page catégorie à proprement parler, quoi. C'est une question de contenu. Voilà. Et en termes de contenu, du coup, est-ce qu'il faut un gros volume? Est-ce qu'il faut faire des gros paragraphes ou alors juste mettre quelques phrases? À quel point, justement, il faut que ce soit dense sur une page pour que l'algo, en gros, calcule ça? Il y a pas de règle de nombre de mots. On a des chiffres avec toutes les études SEO qui sont faites. Les articles de blog qui se positionnent font en moyenne 1300 mots. C'est un fait. Je ne dis pas qu'il faut faire ça minimum, mais c'est un fait. La plupart des pages catégories, si tu regardes dans les plus grosses marques, les plus grosses DNVB, etc., et les pages produits vont avoir souvent des autres questions posées. Il va y avoir des FAQ, etc., pour augmenter la densité de contenu. Parce qu'en fait, Google reste, malgré toute l'IA qu'on a dans nos vies aujourd'hui, ça reste un robot, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de savoir, même si on va voir comment il fait pour l'estimer, mais quand il passe sur une page, il n'a pas la capacité de savoir si le nombre de mots qu'une personne a fait compte plus que la qualité des mots qu'il a écrits, quoi. Donc en fait, il faut se concentrer sur apporter tout simplement une réponse à ce qu'on appelle l'intention de recherche, qui est quasiment le critère le plus important en SEO. À savoir, quelqu'un qui tape chaussures de running, qu'est-ce qu'il attend sur une page qui parle de chaussures de running? Est-ce que la plupart du temps, c'est des débutants qui vont taper ça ou est-ce que c'est des confirmés? La connaissance du marché, à ce moment-là, est hyper importante aussi, quoi. Ouais. Donc, c'est pas qu'une question de mots sur une page. Donc voilà, les bonnes pratiques à ce niveau-là, c'est de faire plusieurs, ce qu'on appelle sous-titres, H2, sur les pages. Et dans ces sous-titres-là, de faire des paragraphes qui utilisent des mots du champ lexical. Je fais une page catégorie qui parle des chaussures de running débutants. Je vais dire, je sais pas, un programme de course pour débutants, tu vois, à quoi ça ressemble sur la page catégorie potentiellement. Avec un lien qui redirige vers un article de blog, par exemple, ça peut être intéressant. Mais ouais, c'est de se dire quelles sont les questions qui sont posées autour avec des outils comme Answer the Public, tu vois, qui peuvent être intéressants. Et les intégrer, les injecter dans ton contenu existant, en fonction de si ça marche pas, t'en rajoutes, t'en enlèves et puis tu testes, quoi. Mais ça reste la base, ouais. Et du coup, quand on commence à faire ça, comment est-ce qu'on évalue l'impact qu'ont ces pages catégories ou ces pages de blog sur le référencement en fait, de l'entreprise? Est-ce que c'est au bout de quelques heures, quelques jours? Il y a des outils pour suivre à quelle place on est dans le classement? Comment ça se passe? Un outil gratuit et puissant, c'est la Google Search Console. De toute manière, il faut l'installer quasiment en même temps que tu crées ton site web.
Parce qu'en gros, ça va te dire, non seulement ça va te dire tes pages, à quelle position en moyenne elles arrivent. Donc tu vas pouvoir savoir si ça a monté, descendu en fonction de ce que tu as fait dessus. Mais en plus, ça va te permettre de savoir sur quels mots-clés les pages se positionnent. Okay. Donc tu peux adapter un petit peu tes titres, tes contenus en fonction de ce que tu vas voir sur la Search Console. Et la dernière chose, c'est que ça te permet de voir quelles pages ne fonctionnent pas du tout. Exemple, tu vas faire un article de blog sur un sujet X ou Y. Si tu vois qu'au bout de 3 mois, par exemple, que ton article n'a pas bougé d'un iota, c'est que le contenu est mal rédigé ou qu'il ne répond pas à l'intention de recherche ou qu'il faut le supprimer parce qu'il y a trop de concurrence et qu'en fait, peut-être que la page ne sert à rien tout simplement aussi, quoi. Ouais. Et ça, c'est des pages qui peuvent faire mal à ton référencement dans toute la dimension du site web, quoi. Donc, c'est un peu des poids morts. Faut voir ça un peu comme des poids morts que tu vas traîner, qui va un peu tirer ton référencement vers le bas. Donc la Search Console, c'est très bien pour ça. Il y a plein d'outils payants, SEMrush, Ahref, etc., qui te permettent d'avoir en plus des historiques de comment c'est monté, descendu et tout. La Search Console, ça reste gratuit et efficace. Donc vraiment, s'il y en a un à retenir, c'est ça, quoi. Génial. Et du coup, en termes de timing, lorsqu'on crée des pages, comment on sait en combien de temps, en gros, ça peut être efficace pour augmenter le classement d'un mot-clé? Alors, ça peut vachement varier en fonction des mots-clés aussi, tu vois. Ouais, forcément. Parce que là où il y a le plus de concurrence, en général, on va remarquer que ça va être un peu plus long à avoir des résultats chiffrés en termes de trafic, etc. Et là où il y a moins de concurrence, ça peut aller très vite. Exemple, j'ai créé un site il n'y a pas longtemps sur les chiens, en fait. Voilà, je me suis dit, je vais faire un site un peu test, un bac à sable où je vais pouvoir tester plein de pratiques SEO et tout. Je l'ai créé, une semaine plus tard, il y avait déjà des clics dessus. Parce que les articles, justement, j'avais fait, je crois que c'était un article qui parle de quel chien peut rester seul toute la journée. Tu vois, c'est une question qui est souvent posée. Je me dis, tiens, je vais rédiger un article dessus. Et là, évidemment, c'est très longue traîne. Et même s'il y a beaucoup de sites concurrents qui vont le traiter, c'est pas forcément les plus gros sites sur la thématique des chiens que tu vas trouver sur Internet. Donc en fait, c'est monté un peu plus vite. Mais si tu vois, quand tu tapes ton mot-clé, que c'est, je sais pas, par exemple, chaussures de running, si c'est Decathlon qui se met en premier, bon, faut pas revenir voir les positions avant peut-être, tu vois, 2 mois, tu vois, parce que c'est beaucoup plus concurrentiel. Donc, ça bouge moins aussi en général, tu vois. C'est des SERP, donc les pages de résultats de recherche, pour être un peu plus figées en général. Voilà. Donc, ça dépend des mots-clés. Ceux sur lesquels tu sais que c'est plus longue traîne, moins concurrentiel, viens les revoir peut-être un peu plus souvent. Ceux où tu sais que c'est plus concurrentiel, viens les revoir moins souvent. Parce que ce sera pas significatif sinon, quoi. Ok, d'accord. Et le fait en fait de pouvoir avoir par exemple plusieurs pages qui ciblent des longs mots-clés peuvent être un atout pour être positionné sur les mots-clés courts. Ouais. Notamment par le biais du maillage interne, qui est une de mes techniques préférées en SEO. Avant, en off, tu me parlais de cocon sémantique, par exemple. C'est notamment via le maillage interne que ça se fait. Même si la base du cocon sémantique, c'est simplement de prendre un sujet et de faire une arborescence en sous-sujet, etc., qui va te mener en fait à ta structure de page. Mais de faire des liens, ça a plein d'effets positifs. Ça a des effets positifs sur la conversion, parce que ça permet à des gens de rester plus souvent sur ton site, enfin plus longtemps en tout cas. Je reprends un exemple, mais je me rappelle que on a hésité à créer un site justement sur les chaussures de foot, en même temps que le site sur les chiens. Et du coup, il y avait l'article comment choisir ses chaussures de foot, mais il y avait aussi une thématique sur les crampons de chaussures de foot. Tu vois. Forcément, si tu parles non seulement des chaussures, mais aussi des crampons, ça peut intéresser non seulement ta cible, mais aussi bosser cette fameuse autorité thématique, parce que tu as traité un peu tous les sous-sujets de ton sujet d'ensemble. Et de faire des liens justement entre ces pages, ça permet au robot de découvrir plus de pages, donc d'indexer, de faire apparaître dans les résultats de recherche plus de pages. Et donc, à terme, si tu fais bien le job, d'avoir plus de clics et voilà, quoi. Et donc, le maillage interne, ça, c'est ce gros effet positif-là. Ça a un effet négatif aussi, quand il est mal fait ou fait un peu à la va-vite. C'est que ça peut créer
C'est peut-être une notion un petit peu plus technique. Tu vas me dire si je rentre un peu trop dans les détails. Vas-y, n'hésite pas. Ce qu'on appelle la cannibalisation de mots-clés en SEO. Ok. C'est par exemple, justement, je crée une page sur les chaussures de foot et je crée une page sur les crampons. Si dans ma page qui parle de chaussures de foot, j'ai un sous-paragraphe sur les crampons ou toute une partie sur les crampons, je vais peut-être avoir le réflexe de faire des liens vers une page plutôt que l'autre, tu vois. Ok. Mais c'est pas forcément pertinent. Et en fait, Google va avoir un peu des messages contraires. C'est-à-dire que tu as ta page spéciale crampons où Google va se dire bah non, mais c'est celle-là la page spécifique là-dessus. Mais en même temps, il va trouver plein de liens sur ton site, sur l'encre, donc sur le texte cliquable crampons, qui vont mettre sur ta page, enfin qui vont aller sur ta page comment choisir des chaussures de foot. Ah ouais, c'est pas cohérent, quoi. Donc en fait, Google en général, c'est un peu à l'instar du cerveau, tu vois. Google, quand il se pose une question et qu'il sait pas trop quoi faire, en général, il fait rien. Yes. Et donc aucune de tes pages va finir par se positionner. Ah ouais, Et donc d'accord. le maillage interne, il faut vraiment être assez vigilant, le doser avec beaucoup de précaution. Ouais. Moi, ce que je conseille en général, c'est simplement de faire des liens retour, quoi, pour éviter de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'une page A fait un lien vers la page B, Ouais. tu fais un lien de la page B vers la page A. Et tu découles comme ça au fur et à mesure. Ça évite en général de faire des erreurs un peu bêtes. Et ensuite, quand tu es un peu avancé, tu peux faire des pages un peu dans tous les sens. Mais à la base, il faut rester un peu plus siloté, comme on dit en SEO. Donc vraiment, rester dans ton sujet et assez littéralement faire en sorte que les liens restent dans ton sujet aussi pour limiter les erreurs, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, les liens retour, tu as appelé, c'est Ouais. on appelle, enfin, c'est backlink aussi, c'est la même chose. Ouais, Et donc, ça consiste à quoi? Ça donne de l'autorité à ta page, parce que du coup, il y a moyen de le Ouais. faire sur ton site avec d'autres pages, mais tu as aussi moyen de le faire avec d'autres sites, ouais. peut-être d'autres plateformes. Tu vois, Carrément. genre, je sais pas, une vidéo YouTube qui renvoie vers ton site, Mhm. un magazine qui publie un article avec un lien sur ton site. Tout Ouais. ça peut te donner beaucoup d'autorité peut-être et te faire monter dans les classements, non? Ouais, c'est ça. De plus en plus, Google, en fait, c'est une question aussi d'argent pour Google. Ok. Il faut savoir que les algorithmes de Google lui coûtent beaucoup de sous parce qu'il y a de plus en plus de pages et avec l'IA, il y en a encore plus. Et à chaque page, faire tourner son algorithme lui coûte de l'argent. Okay, et les liens, ça fait partie des choses les plus faciles pour lui pour évaluer la qualité et la pertinence d'un contenu. Ok. C'est hyper facile pour lui de se dire ok, page A vers page B, c'est carré, quoi. Site A vers site B, c'est bon, je connais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Je peux calculer assez vite ce que ça va apporter au site d'après. Donc les backlinks, c'est hyper puissant. Et tout ce qu'on appelle le off-site SEO en général, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors du site. Est-ce que tu es actif sur les réseaux? Est-ce que des réseaux d'autres personnes parlent de toi? Ça permet de construire une crédibilité, en fait. Ouais. Et les backlinks, ça reste hyper important. N'en déplaise à beaucoup de gens dans ma branche qui aimeraient bien qu'il y en ait un peu moins parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour les consultants et pour les produits SEO à faire. En tout cas, des liens de qualité, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Ça prend beaucoup de temps, c'est pas mal d'outreach. Donc, contacter des gens qui sont un peu dans ta niche pour faire en sorte d'avoir des liens, etc. Mais c'est hyper puissant parce que ça permet à Google de se dire très simplement tel site de qualité fait un lien vers tel autre site. Je le connais pas, mais bon, c'est comme si tu demandes l'avis à un pote qui s'y connaît sur un sujet. Tu vas lui faire confiance, quoi, tu vois. Donc là, ça fonctionne un petit peu pareil. C'est un espèce de score de confiance. Et d'ailleurs, Google a un truc qu'on appelle le EEAT. Comment dire, les personnes physiques qui sont chargées d'évaluer la pertinence, qu'on appelle les quality raters, parce qu'en fait, il y a une équipe de gens qui sont là pour évaluer la pertinence des résultats de recherche, en fait, sont là pour aussi évaluer la confiance qu'on peut avoir dans un site web. Parce que tout simplement, sur un site web qui parle de poissons rouges, bon, c'est pas trop, voilà, c'est un peu moins important. Par contre, tu parles de crypto, ou tu parles de médicaments, ou tu parles de, je sais pas, de tout ce qui va concerner la santé, qu'elle soit physique ou financière des gens, Google peut pas dire n'importe quoi, ou en tout cas, ils veulent pas dire n'importe quoi. Donc derrière, ce côté confiance est hyper important aussi, quoi. Ok. Donc voilà. On peut vraiment catégoriser d'ailleurs les sites dans deux grandes catégories. Soit tu es dans un site EEAT, dans un site Your Money, Your Life, donc ce qui va impacter l'argent ou la santé des gens, donc des sujets touchy, tu vois, et les sites qui touchent pas à des sujets touchy, qui ont pas carte blanche, mais qui ont un peu plus de marge de manœuvre. Voilà. Ok. Et
Et du coup, par rapport à ça, tu disais donc c'est important d'avoir de la densité, donc beaucoup de Mm. volume. Ouais. Est-ce que le volume s'étale sur la durée ou alors est-ce que par exemple tu sors 30 articles en une semaine et après tu fais un peu calme pendant 3 mois, c'est la même chose? Alors, sur certains sujets et sur certaines concurrences, entre guillemets, sortir 30 articles et attendre de voir ce que ça donne, ça peut fonctionner, tu vois. Ok, La plupart du temps, c'est pas ce que je conseille parce que, comme dans toute pratique de marketing organique, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, sur Google, sur ce que tu veux, la clé, ça reste la régularité. ok, Moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est plutôt de sortir 30 articles et ensuite passer à autre chose et laisser le site vivoter. C'est essayer d'en faire peut-être plutôt 10 par semaine, tu vois, par exemple, ou même un peu moins, 5 par semaine, ça peut le faire aussi. ok, Euh, et de voir au fur et à mesure ce que ça va changer, quoi. Le mieux pour Google, pour moi, c'est d'accélérer le rythme au fur et à mesure. Si tu commences par, je sais pas, un tous les 3 jours au début, bah, tu essayes de passer au bout de 3 semaines, un mois, à un tous les 2 jours, ensuite un par jour, etc. Parce que tu vas voir aussi si justement cette fameuse récurrence-là va t'apporter plus de trafic, si ta courbe elle est exponentielle, linéaire, si ça marche pas tout simplement. Enfin, ça fait partie des petits tests que tu peux faire aussi un peu au quotidien pour avoir un peu la recette de ton marché, quoi. ok. Mm. Ah ouais, du coup, ouais, ça dépend en fait du marché au final. Et du coup, tous Ouais. ces articles, comment on fait pour avoir toutes les idées au final? Parce que Ouais. 10 par semaine, enfin, ça me semble énorme en vrai. Bah en fait, moi j'ai. Alors tu peux utiliser ChatGPT Ok, qui te donne de bonnes infos. Gemini aussi, qui ok, a l'avantage par rapport à ChatGPT d'être sur une base de données qui se met à jour tout le temps, d'accord. vu que c'est sur Google. Enfin, je veux dire, vu que ça prend les bases de données de Google, quoi. Moi, une technique que j'aime bien faire, c'est demander à mes clients de rédiger 150 mots sur leur métier. Tu vois. Je leur Ok, demande juste un paragraphe de 150 mots sur leur métier. Et tu peux le faire même toi sur n'importe quel sujet finalement, tu vois, parce que 150 mots, c'est pas grand-chose. ouais, Même sur quelque chose où t'es pas très pointu, genre tu pourrais le faire sur les panneaux solaires à l'instant T, tu vois. Tu pourrais dire les panneaux solaires, ils font ceci, économie d'énergie, machin, etc. Et en fait, dans ces 150 mots-là, déjà, en général, tu vas avoir 15-20 idées d'articles, tu vois. ok, Parce que tu vas te dire, je sais pas, tu vas peut-être dire les panneaux solaires, ça fonctionne en photovoltaïque, ça permet de faire des économies d'énergie, il y a des aides, etc. Ok, déjà, un article sur les panneaux solaires, cellules photovoltaïques, est-ce qu'il y a des différences, des spécificités, les aides pour ce genre de choses. Enfin, tu vois, en fait, tout va découler. Faut avoir un peu une pensée en arborescence. Et si ok, tu ne l'as pas à la base de manière intuitive, tu vois, juste écrire 150 mots et ensuite se dire, OK, bon, bah, sur ce sujet-là, je vais réécrire 150 mots, tu vois. En fait, en général, tu vas avoir passé peut-être 1 heure et demie à rédiger, mais tu vas avoir eu, je sais pas, 50, 70 idées d'articles, quoi, tu vois. ah ouais, ça c'est intéressant là. Quand tu pars un peu d'une feuille blanche, tu sais pas trop Ouais, par où commencer. Tu prends ton sujet ouais. et 150 mots dessus. Et normalement, quand tu lis, si t'as pas trop dit de conneries, eh ben, ça te permet d'avoir de l'inspi sur plein d'articles, presque un Mm. article par phrase au final. Ouais. Et ça, c'est quand tu es tout seul. Et quand tu es en entreprise, encore mieux, c'est de demander à un commercial de te rédiger 150 mots. Ok, Euh, Parce que lui, il va avoir en plus les éléments de langage que ta cible finale va avoir, tu vois. ouais, ouais, Ou de les prendre, tu vois, les 150 mots, de rédiger en partie avec ce que tu vas lire dans tes avis ou des trucs comme ça. Parce que là, tu vas avoir vraiment les sujets d'intérêt pour les gens. Et potentiellement, derrière, tu fais une petite recherche de mots-clés. S'il y a des choses qui collent, tu vas pouvoir très rapidement trouver en fait, les contenus qui vont plaire. Et encore une fois que tu as trouvé un contenu qui plaît, cette stratégie un peu en satellite, là, où tu vas ouais. faire des contenus connexes, bah, en fait, ça va te permettre de faire beaucoup de trafic potentiellement assez rapidement, quoi. Un outil pour ça, parce que j'y pense là, c'est une extension Chrome, et c'est super facile à utiliser, qui s'appelle Keyword Surfer. Ok, Et en fait, tu tapes un mot-clé dans ta barre de recherche, ça va directement te mettre des suggestions de mots-clés sur la page de résultats de recherche de Google, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas un clic à faire, juste tu l'installes et ça va te donner, encore une fois, tu vas taper chaussures de foot
Ça va te donner, je sais pas, chaussures de foot Nike, choisir des chaussures de foot, taille de chaussures de foot, etc. Et en fait, ça va te donner plein d'idées directes et que tu peux copier-coller dans ton Google Sheets et puis tu avances un peu comme ça, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Donc vraiment, ça, c'est un truc que je conseille à tout le monde d'installer direct. Ouais. Parce que c'est trop bien. Enfin, ça fait gagner un temps de fou, quoi. Bah, c'est hyper pratique, ouais. Ça te permet d'avoir une liste carrément en fait, de mots-clés à viser. Ouais. Et après, tu peux étoffer chaque mot-clé avec des idées et tout, c'est stylé. Ouais, parce que le mieux est un peu l'ennemi du bien, tu vois. On se dit qu'on aimerait bien trouver toujours les mots-clés archi précis, hyper pas concurrentiels et tout. Sauf qu'en fait, il faut commencer quelque part. Oui. Et si trouver le mot-clé parfait, ça veut dire que tu repousses, entre guillemets, ta production de contenu, genre d'un ou deux jours, ça vaut pas le coup, en fait. Okay. La condition vraiment sine qua non, c'est qu'il y ait des pages créées sur ton site. Donc, prends un mot-clé, bosse-le, et si jamais tu as le temps, applique toutes ces petites techniques-là pour trouver des mots-clés encore plus avancés qui vont te permettre d'avoir plus de trafic. Ouais. Mais la base, ça reste d'écrire, quoi. Comme on dit souvent, fait, c'est mieux que parfait. Donc, ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, c'est ça un peu le principe de base. Trop bien. Ça paraît presque simple dit comme ça. Mais c'est du temps. Encore une fois, c'est simple. En fait, c'est simplement que c'est beaucoup de temps. Ouais. Et ce temps-là, il est tellement compliqué à trouver, tu vois. En fait, c'est ça aujourd'hui qui est... parce que tu as beau avoir toutes les IA du monde, il faut quand même repasser dessus, refaire potentiellement ton maillage interne, tu vois. Si t'es pas un dev, tu peux pas faire d'automatisation non plus, plus. Donc, en fait, c'est simplement se prendre 2 heures par jour au début de ton projet, au moins, pour rédiger avec l'IA ou toi-même et faire les petits tweaks techniques sur ton site, etc. quoi. Ouais. Mais j'avais entendu une légende un peu, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais les articles ChatGPT qui sont créés par la plateforme sont sanctionnés par Google s'ils sont détectent. Ça n'existe pas. Google est même pas capable, je pense, de vraiment détecter si c'est un contenu rédigé full IA ou pas. Et s'il en est capable, de toute manière, il s'en fiche un peu. Tu sais, je te parlais des quality writers tout à l'heure. Donc, des gens qui sont là pour évaluer la qualité d'un contenu. Dans les règles de Google et les consignes pour ces gens-là, ils ont carrément changé en fait leurs règles de rédiger. Avant, c'était rédigé littéralement, c'était marqué dans ces règles-là, rédigé par des humains pour des humains. Ouais. Et là, c'est juste marqué rédigé pour des humains, tu vois. Ah ouais, donc, ils ont changé ça. Ça veut dire que c'était carrément une légende urbaine. Ouais, carrément. En fait, le truc, c'est que faut pas se mentir, hein, ça bouleverse l'industrie aussi un peu, tu vois. Donc ceux qui ont fait leur beurre sur de la rédaction, etc., ou les rédacteurs qui sont encore un petit peu à l'ancienne à rédiger à la main, etc., sur des sujets qui sont pas hyper pointus, bah, ils se sont sentis un peu menacés par ça. Et j'ai fait partie de ces personnes-là aussi, tu vois, parce que tu te dis, maintenant, il y a l'IA, c'est bon, les gens, ils poussent sur un bouton et puis ils font du SEO. Sauf qu'en fait, la seule chose qui fait que Google peut revoir ça, c'est la proportion de contenu généré par IA qui va être inutile. Tu vois. L'année dernière, Google a sorti une mise à jour qui s'appelle Helpful Content, littéralement utilité du contenu, contenu utile. Et vraiment, ça reste la base, tu vois, de comment il faut penser le SEO. C'est est-ce que le contenu est utile ou pas ? C'est-à-dire, si toi, tu lis ton article que tu viens de rédiger, que ce soit avec l'IA ou pas, est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui est intéressant pour les gens qui vont le lire, quoi ? Si oui, tu le publies, sinon, tu le publies pas. Et c'est même pas que tu le gardes pour plus tard ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre, tu le publies pas ou tu le refais entièrement ou c'est pas des pages qu'il faut publier, vraiment. Donc non, sa grosse légende urbaine, Google, si je pense, il n'est pas hyper capable de détecter le contenu par IA, et s'il l'est, il s'en fout, en gros. Ok, d'accord. Voilà. Ça va. Mais de toute façon, il faut quand même faire attention à y relire parce que la personne qui va cliquer, en tout cas sur le lien, lire l'article, si elle sent que c'est un peu bâclé, que ça sonne mal, etc., tu vas perdre en fait toute crédibilité. Donc, tu as quand même tout intérêt à repasser derrière et à reformuler peut-être un peu parce que ChatGPT, il n'est pas encore parfait non plus, quoi. Ouais. Mais en même temps, cette question, tu vois, de la détection du contenu IA, elle est un peu compliquée parce que, tu vois, dans l'histoire, par exemple, quand il y a eu les mises à jour, alors ça s'appelait Pingouin et Panda à l'époque. Donc, c'est des algorithmes qui étaient là pour sanctionner les personnes qui faisaient du bourrage de mots-clés. C'est-à-dire, tu veux te positionner sur chaussures de foot et tu fais une phrase qui ressemble à
Pour choisir des bonnes chaussures de foot, c'est important de comprendre que les chaussures de foot doivent être confortables. Des chaussures de foot de telle marque seront mieux que des chaussures de foot de telle marque. Enfin bref. Et même parfois, il y avait juste chaussures de foot, chaussures de foot, chaussures de foot. Je te parle de ça, c'était il y a 15 ans, tu vois. Ouais. Et il y avait des gens aussi qui faisaient plein de backlinks, tu vois. À partir du moment où ils se sont dit, les backlinks sont importants, ils ont bourriné sur tous les annuaires, etc. Et Google est arrivé un peu comme la police, quoi. C'est bon, la fête est finie, vous utilisez ces règles-là pour faire n'importe quoi. Donc, maintenant, il y a des nouvelles règles et ça, c'est sanctionné. Et ça peut être quelque chose qui va arriver par la suite chez Google. Ouais. Parce que s'ils se rendent compte, encore une fois, que 90% des contenus IA, c'est nul, ça veut dire que eux passent 90% de leur temps sur des contenus IA à analyser, dépenser de l'argent sur des pages pour les ranker, alors qu'elles sont nulles et que les utilisateurs s'en fichent. Et donc, pour eux, c'est de l'argent, potentiellement des parts de marché, des gens qui vont plutôt aller faire leur recherche sur Bing ou sur même des réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Donc ça, pareil, il faut se mettre un peu à la place de Google aussi, ce qui n'est pas la partie la plus fun du métier, mais ce qui est primordial aussi, quoi. Ouais, de ouf. J'avais aussi une autre légende urbaine que j'avais entendue, ça, c'était quand j'étais à l'école il y a presque 10 ans maintenant. Ouais. Et du coup, c'était des gens qui tapaient des phrases ou des mots-clés en blanc, tu vois, des mots-clés en blanc sur des fonds blancs, tu vois, histoire que ça se voit pas, mais que l'algo, il le détecte quand même. Ouais. Ça, c'est criminel ou Alors, moi, je le ferais pas. Ouais. J'ai vu des fois où ça marchait. Il faut savoir qu'il y a plein de trucs comme ça en vrai où tu pètes un plomb en fait quand tu vois, genre par exemple, on parle souvent du duplicate content aussi. Je vais revenir à ta question, hein, mais c'est surtout ces petits trucs là. Le duplicate content, on dit souvent, faut pas plus de 10% de contenu similaire ou des trucs comme ça. En vrai, parfois même, je vois sur certains clients ou même quand je fais mes propres études ou mes propres tests, etc. Parfois, c'est juste des textes à trous, quoi. Tu vois, par exemple, une agence de je sais pas quoi qui veut se mettre sur plusieurs villes, agence SEO Rennes, agence SEO Paris, etc. Il y a des gens, ils changent juste la ville et pas du tout le texte, et ça fonctionne, tu vois. Ils se positionnent. J'ai même vu pour un client un gars qui avait pris son contenu, mais littéralement pareil, et il était ranké en premier, et puis mon client en deuxième, quoi. Merde. Donc, ça fout la rage. Donc tu vois, le duplicate content, je pense que ça fait partie des trucs où Google se dit pas, tiens, tel contenu, tiens, si je re-regardais un peu toute ma base de données de contenu sur le sujet pour voir si les autres, ils sont pareils et tout. Je pense que c'est un peu de la fabulation. Et du coup, tu me posais la question sur... Ouais, sur les mots blancs, sur les mots blancs, ouais. J'avais eu un client où lui, c'était pas les mots blancs, c'était les mots écrits en tout petit, tu sais. Donc tout ce qu'on a, enfin toutes les manipulations en CSS, tu vois, ou en HTML, que Google voit, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est écrit en tout petit, tu vois, un petit paragraphe de 500 mots, mais tellement petit que ça impactait pas l'UX de la page, quoi. Si tu veux. C'est un truc que je lui ai déconseillé de faire, quitte à ce que ce soit du contenu. De toute manière, si c'est mis en blanc ou en tout petit, ça veut dire que c'est pas forcément utile. C'est un peu du bourrage de mots-clés, donc je pense qu'il ne faut pas le faire. Faut mieux le transformer en contenu utile et le mettre en FAQ, un peu en bas de page, comme on voit souvent, ou même en haut de page, etc., utilisé pour faire du maillage interne et tout. Mais ouais, c'est quelque chose que je déconseille fortement de faire, parce que en fait, on sait que ça peut marcher à un instant T, mais tu sais pas si la mise à jour du mois prochain va pas strike ton site. Ouais, puis là, joue avec les règles, quoi. T'es fini, quoi. Ouais, puis là, c'est finito. T'as des clients à qui c'est arrivé, ils se sont fait strike comme ça, et après, c'est foutu quasiment. Alors, en fait, le strike, il a plein de sens pour Google. Tu vois, il y a des pénalités manuelles qui sont appliquées par Google. Genre, ce site fait n'importe quoi, ça dégage, tu vois. Ça, c'est la pire chose qui puisse t'arriver parce qu'en sortir, c'est très compliqué. Il y a les pénalités automatiques, l'algorithme qui détecte un truc et... Là, c'est un peu comme un shadow ban, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un ban définitif, mais il y a de fortes chances que tes pages n'apparaissent pas. Et il y a un peu les mises à jour algorithmiques où tu sens que ça a mis un coup de plomb dans l'aile à ton site, quoi. Moi, je sais qu'il y en a eu une grosse en août dernier. Il y a eu certains sites de mes clients qui ont monté en flèche, certains autres qui ont un peu baissé avant de remonter. Donc, il ne faut jamais paniquer en général. Quand tu joues dans les règles, il ne faut jamais paniquer. Il faut attendre à chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour, 1-2 mois avant de se rendre compte si ça peut pénaliser vraiment. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé de voir des sites comme ça, notamment sur les backlinks. J'en ai eu un. J'ai eu un client qui m'a appelé en panique parce qu'en gros, son patron lui avait laissé un peu de budget backlink, tu vois, genre 1000 balles.
Il avait acheté des liens à 1 euro, 10 euros, des gros packages de liens un peu cracra, tu vois. Et en fait, son site, il avait plongé d'un coup. Waouh. Parce que ça, effectivement, ça, c'est un algorithme qui date, tu vois, Pingouin Panda, ça date d'il y a 15 ans, enfin, d'il y a 10 ans, tu vois. Donc, c'est bon, c'est bien ancré, tu vois. C'est des algorithmes qui fonctionnent très bien. Donc, quand tu essayes d'en profiter, là, il te tombe dessus et un peu à bras raccourcis, tu vois. Ok. Et il m'appelait un peu en panique parce qu'il s'est dit, punaise, j'ai fait un peu n'importe quoi avec le budget que me filait mon patron. Et en plus, j'ai moins de trafic sur mon site. Donc ouais, ça, faut faire vraiment, vraiment super gaffe. Jouer avec les règles, c'est très suffisant pour faire du trafic en SEO. Donc le black hat, etc. Donc les pratiques sanctionnées par C'est Google ça, le et tout. black hat. Ouais. Ça, je cherchais le mot tout à l'heure. Ouais, black hat, ouais. T'as le white hat, black hat, et entre les deux, Et t'as le grey hat entre les deux, ouais. Et donc, pour le grey, il faut peut-être aussi y aller doucement, non? Bah, le grey hat, dedans, tu vas avoir par exemple l'achat de backlinks. Ok, ça, acheter des backlinks, c'est pas enfin, c'est contre les règles de Google, tu vois. D'accord, ok. Parce que Google dit, il n'y a pas de raison qu'on manipule mon algorithme et t'achètes des backlinks, c'est pas naturel, quoi. Et donc, en fait, c'est de la manipulation d'algorithme. Et ça, Google, il est pas hyper fan, parce qu'encore une fois, il veut améliorer la qualité de ses résultats, etc. Enfin, il veut surtout que les gens passent plus de temps sur un moteur de recherche, parce que derrière, ça encourage à faire des pubs et tout. Et donc l'achat de backlinks, ça fait partie des choses où il faut être hyper vigilant. Moi, je conseille, même si c'est un budget, de passer par des consultants, des agences, etc., qui ont l'expérience de ça. Parce que c'est très vite fait, un peu comme le maillage interne ou un peu comme le bourrage de mots-clés, de faire un truc qui va te plomber, quoi. Ouais, c'est hyper fragile, donc, au final, le SEO. Il y a quand même une notion de temps qui te permet de te retourner, tu vois. Ok. Mais en général, quand tu fais n'importe quoi, tu le sens, tu vois. Genre, par exemple, toi, je sais pas quel est ton niveau de conscience en SEO, mais si jamais on te propose d'acheter 1000 backlinks à 100 euros, ouais, non, tu sens la patate direct, quoi. tu vois ce que je veux dire. Et quand tu rédiges un article et que tu le relis et tu fais... ça fait un peu le cheval mange de l'herbe et il faut le brosser, tu vois. Enfin, genre, c'est un peu du lieu commun, etc. Tu le sens direct, en fait. Tu vois. Donc, le premier focus que tu dois avoir, comme pour n'importe quelle entreprise, comme pour n'importe quel projet, c'est de se poser la question à quel point ça va servir et à quel point je résous une problématique, tu vois. Parce qu'en fait, il est là l'enjeu. C'est résoudre une problématique pour que les gens convertissent et que ça se transforme en lead ou en argent, quoi. Donc, je vois. Donc, voilà. C'est comme tout, en fait. Tu as des personnes qui vont être attirées par la facilité et le fait de pouvoir acquérir des choses très rapidement et qui, au final, vont très vite s'en mordre les doigts, alors que tu as le jeu plus moyen, long terme, où tu vas faire les choses de manière beaucoup plus qualitative et qui vont, au final, te rapporter des résultats beaucoup plus pérennes, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as un peu la partie entre les deux, c'est-à-dire, et c'est un peu le grey hat, quoi, c'est-à-dire acheter des liens un peu plus de qualité qui vont te coûter un peu plus cher, mais qui vont t'aider peut-être à avancer un peu plus vite. Mais c'est comme acheter des followers Insta, quoi. Si tu en achètes 10 000, tu vas être très content, tu vas avoir ton chiffre, tu vois. Mais par contre, ça vaut peu de balles parce que tu fais une pub, ça te rapporte rien, quoi. Ouais. Tu mets un code promo en story, c'est 10 000 fausses personnes qui vont le voir, donc ils s'en foutent, quoi. Aucun impact au final. Aucun impact. Donc quand tu lances ton business, tu te dis quel problème je vais résoudre pour qui, et tu te donnes les moyens et tu sais que ça va être long et tu sais qu'il va falloir mettre des billes, mais tu es convaincu que ça va fonctionner, tu vois. Si tu n'as pas ce mindset-là, quand tu lances ton SEO aussi, tu vas abandonner. Donc, si jamais tu es dans ce profil-là, il faut mieux se faire accompagner, que ce soit, encore une fois, par l'IA, de l'automatisation et tout, mais ça aussi, ça met du temps à mettre en place, ou se faire accompagner par une agence, un freelance qui ne coûte pas tous cher. donc voilà. Ouais, c'est ça. Après, c'est des investissements. Il faut mettre les priorités là où c'est important, quoi. On peut pas tout avoir. Ça sert à rien. En plus, surtout les entrepreneurs qui débutent, souvent ils sont tout seuls ou alors ils ont très peu de moyens, ils sont pas beaucoup et ils se disent on fait tout seul et ils finissent par faire n'importe quoi partout. Moi, c'est totalement ce que j'avais fait dans mon premier projet. Tu vois, j'avais fait un site, au lieu de le donner à un gros designer ou à un gars qui fait de l'UX spécialisé, j'ai voulu le faire moi avec mes potes alors que je suis pas développeur. On a fait connerie sur connerie. On est passé de Shopify parce qu'on faisait de l'abonnement. Donc, on a fait Shopify. À l'époque, ils ne faisaient pas l'abonnement. Après, on est allé sur Wix. Wix, toujours pas d'abonnement. On est allé sur WordPress. WordPress, c'était une misère pour installer tous les trucs et tout. Et au final, on est retourné sur Shopify 1 an et demi après parce que là, ça fonctionnait les abonnements. Donc, en fait, on a perdu tout simplement 1 an et demi. Si on compte juste les heures
en euros, je pense que c'est des sommes astronomiques parce qu'on Ouais. aurait gagné du temps et de l'argent en passant par des pros directs. Ouais. Donc, tu vois, les gens qui se disent, bah, je préfère le faire en mode pas cher et je le fais moi et je gagne de l'argent, mais c'est que ces personnes-là n'ont pas encore capté le prix que ça coûte de faire n'importe quoi, en fait. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que je trouve qu'il y a aussi cette misconception de ce qui apporte réellement de la valeur à une entreprise, tu vois. Et ce qui apporte de la valeur à une entreprise, il y a 3 grosses briques qui apportent de la valeur à une entreprise. Tu as l'acquisition, Ouais. donc avec une partie du marketing, tu as aussi et la communication, tu as la production, donc ceux qui sont là pour faire le taf que tu vends, quoi. Ouais. Et tu as le commerce, en gros. Donc tu as marketing, com, prod et commerce. Derrière, tu as plein d'autres briques dans une entreprise, mais en vrai, celle qui c'est les génère du essentiels, revenu, c'est celle-là, tu vois. Et en fait, là où la plupart des gens cherchent à faire des raccourcis sur leur acquisition, en fait, il y a beaucoup plus de moyens smart de faire des raccourcis sur, si on reprend le framework, tu sais, ARRR, Ouais. il y a beaucoup plus de moyens de faire des raccourcis efficaces sur l'activation et sur le revenu que de les faire sur l'acquisition, qui de toute manière va te prendre du temps, tu vois. Ouais. De créer des communautés, etc. Parce qu'en fait, tu interagis avec des gens. Les gens, ils sont comme toi, ils n'ont pas le temps, tu vois. Ouais. Donc, en fait, faire un framework, faire des automatisations ou des funnels, tu vois, qui sont juste avec des pages de vente, des relances automatiques par mail, etc., tu vois, ça te permet d'économiser le temps que tu vas mettre dans la création de contenu qui, de toute manière, aujourd'hui, est primordial, quoi. Ouais, de ouf. En fait, ça dépend du levier que tu as à la base, tu vois, mais si tu n'as pas un carnet d'adresses qui fait 150 000 pages, bah, en fait, tu n'as pas beaucoup de levier. Et si tu n'as pas beaucoup de levier d'investissement ou de carnet d'adresses, etc., bah, il faut que tu l'investisses en temps. Et le temps, il faut bien que tu le gagnes quelque part, tu vois. Ouais. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'automatiser le mail qui envoie un code promo à toutes les personnes qui se sont inscrites sur Insta ou j'en sais rien, que de trouver des shortcuts un peu shady, tu vois, un peu bizarre, un peu louche sur les moyens de faire de l'acquisition. Donc, pour moi, le match, il n'y en a même pas, tu vois. Oh bah non, il n'y a pas match, hein, ça c'est clair. Mais la plupart des gens qui font ça, je pense, n'ont jamais eu les conséquences, en fait. Ils n'ont jamais subi les conséquences de ces décisions-là avant. Ouais. Et c'est qu'après, une fois qu'ils s'en mordent les doigts, qu'ils se disent ah ouais, bah, la prochaine fois, je ferai autrement, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est bien aussi, c'est formateur, tu vois. c'est ça. Et moi, c'est pour ça que je bosse plus, par exemple, avec des e-commerce qui ont peu de budget, tu vois. Parce que pour moi, tu es un e-commerce, tu as peu de budget. Ton objectif, c'est la rentabilité. Et c'est normal, comme tout le monde. Tu fais des pubs, tu vois. Tu fais pas du SEO qui va te prendre 3-4 mois. C'est ça. Ou un peu plus court, mais tu vois, ça reste quand même des trucs qui sont chers, le SEO. Tu vois, faut produire le contenu, il y a le temps de consulting et tout, donc c'est pas donné. Ouais. Alors que le budget, en plus, je pense que pour quelqu'un qui a pas beaucoup de budget au début, c'est beaucoup plus facile de se dire qu'il va être dans quelque chose qui va lui rapporter un peu plus rapidement Ouais, c'est ça. que dans du SEO. Au final, réinvestir dans le SEO sera très bien aussi à terme, mais voilà. Donc, ça, il y a des ordres. Dans un premier temps, si tu veux tester une idée ou une proposition de valeur, forcément, les ads seront beaucoup plus pertinents parce qu'en fait, c'est du one-shot. Enfin, tu vas être positionné sur un mot-clé, tu l'achètes sur Google, les gens cliquent, ils arrivent sur ta page, ils achètent ou pas. Tu es fixé très, très vite, tu vois, parce que tes nombre de visites dépendent du montant que tu investis. Et du coup, au moins, tu le sais en une semaine si oui ou non, tu es dans les clous ou pas. Alors que le SEO, c'est beaucoup plus long. Mais par contre, c'est beaucoup plus intéressant sur le long terme, tu vois, parce que si tu dois juste dépendre que de l'acquisition payante, forcément, à un moment, ça va te coûter cher. Alors que si tu arrives à combiner les deux, bah, l'acquisition, tu peux la garder parce que c'est toujours intéressant pour tester des idées et puis garantir la première place. Mais les autres positions feront que tu auras quand même du trafic qui te coûtera beaucoup, beaucoup moins cher que l'acquisition. Ouais, et puis tu construis pas un tabouret avec un seul pied, quoi. Donc il faut bien. Ouais, c'est ça. Il faut varier, quoi. Mais comme tu dis, il y a un ordre, on va dire. Et quand on n'a pas beaucoup de budget, c'est peut-être plus pertinent de commencer par des ads avec plusieurs milliers d'euros, voire un petit peu, enfin quand même une centaine d'euros, ça suffira pas. Mais si tu as 1000, 2000 euros, vaut mieux les tester sur des ads que d'investir sur 2 mois de SEO, par exemple, tu vois, qui vont t'apporter quasiment que dalle, quoi. C'est sûr. Et puis même, j'irai plus loin parce que tu vois, avec les ads, tu peux tester sur plusieurs étapes du parcours beaucoup plus rapidement. Non seulement tu testes ton message publicitaire, mais en plus tu testes ton copywriting sur ta landing.
Tu testes ton pricing aussi potentiellement, etc. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Alors que le SEO, au bout de 2 mois, tu auras des infos sur comment tes pages se positionnent. Ouais. Mais tu n'auras peut-être pas encore le trafic vraiment qui va te permettre de dire est-ce que ta page en UX elle est efficace ou pas, en copywriting et tout. Donc, c'est encore plus long que juste les 2 mois de je me positionne, tu vois. Parce que derrière, c'est je me positionne, je fais du trafic et ensuite je regarde Analytics et tous mes outils UX pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc, non, là-dessus, il n'y a pas match, tu vois. Ouais. De ouf. Et du coup, par rapport à ça, là, on me discutait un petit peu plus e-commerce. En génération de leads, est-ce que c'est la même chose ou c'est des stratégies différentes? Génération de leads, en général, les sites sont moins volumineux à la base. Parce que quand tu es un e-commerce, basiquement, tu vois, par exemple, tu as 20 produits. Tu vas peut-être, du coup, tu vas avoir 20 pages produits et tu vas peut-être avoir, je sais pas, répartis dans 3-4 sous-catégories, peut-être. Voilà. Donc, tu as de base plus de pages, tu vois. En acquisition de leads, tu vas en avoir un peu moins à la base parce que si jamais, en général, en B2B, tu vends pas 150 000 services, à part des grosses agences, tu vois, de marketing et tout, qui d'ailleurs sont souvent premières sur ce genre de choses. Mais en général, un blog sera beaucoup plus utile pour faire ce volume de pages qui va te permettre de faire du maillage interne, etc. etc. Okay. Donc, c'est des stratégies un peu différentes, mais ça reste basé sur le contenu, quoi, de toute manière. Ouais. Donc ouais, pour le B2B, ce qui est important, c'est, je dirais, peut-être la construction de ta stratégie de contenu, le fameux tofu, mofu, bofu. Okay. C'est-à-dire d'identifier les personnes qui vont être tes futurs clients mais qui n'ont pas encore identifié leurs problèmes, ceux qui ont identifié le problème mais pas la solution, ceux qui ont identifié la solution et qui cherchent la meilleure option, tu vois. Donc, je connais pas mon problème. Dans mon cas, avec le SEO, ce serait quelqu'un qui tape plus de trafic sur mon site web, tu vois, ou avoir plus de trafic. Il sait pas que son problème, c'est qu'il est mal positionné en SEO. Lui, il veut plus de trafic, tu vois. Et le taf de mon contenu à ce moment-là, ça va être de lui dire est-ce que vous avez pensé à faire ci, ça, ça le SEO, vous pouvez le faire comme ci, comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, c'est là que tu fais tes petits liens de maillage interne vers tes autres articles de blog ou vers tes pages, tu vois. Ensuite, le gars connaît son problème, il sait qu'il a peut-être un problème d'ADS et de SEO, tu vois. Et donc derrière, il va taper comment être premier sur Google. Donc là, il faut que tu aies un contenu aussi pour lui. Et à la fin, il va taper par exemple meilleure agence SEO à Rennes, tu vois, parce qu'il cherche la meilleure option pour répondre à son besoin. Ou consultant versus agence SEO, enfin ce genre de choses. Et donc en balisant tout ce parcours-là, tu peux plus vendre, même si à la base, le premier contenu, tu vois, il n'est pas que dans ta niche, tu vois. Moi, je sais que je bossais pour une grosse marque de cosmétiques à un moment donné. Et on a fait une page qui a très bien fonctionné, qui s'appelait odeur femme enceinte, odeur forte. Tu vois. Parce qu'en plus, ils ont des produits, c'est très DNVB, donc c'est des produits en plus sans controversés, sans sel d'aluminium, etc. Et donc, cette page-là, elle parle de déo, mais pas directement, tu vois. C'est pas genre le meilleur déodorant naturel, le sujet de la page. C'est que faire quand on est une femme enceinte et qu'on a des odeurs fortes liées à ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait vendu pas mal de déodorants, justement, rien qu'avec cette page-là. Une page, entre guillemets, un peu isolée, même si la thématique, entre guillemets, des odeurs fortes et des déodorants se reflète sur tout le site, tu vois. Mais parfois, il suffit d'une bonne idée, d'un bon besoin et d'une bonne problématique pour rédiger la page qui va tout changer, en fait. C'est ça que ça veut dire aussi, tu vois. Donc, parce que pareil, quand tu as des pages comme ça qui vont ranker, qui vont bien fonctionner, Google va l'identifier tout de suite et il va peut-être du coup te donner plus de qualité, des points de qualité à ton site. Et au final, ça fait tout remonter ou alors c'est vraiment indépendant? C'est en train de changer, ça, un petit peu. Mais ça change au gré des mises à jour. C'est-à-dire que selon les périodes, ça va être un peu plus... la qualité de ton SEO va impacter tout ton site ou va impacter juste ta page, etc. Là, en ce moment, c'est plutôt site-wide, tu vois, c'est-à-dire ça va impacter tout le site. Donc, c'est toujours important d'avoir ces pages-là. Ça impacte tout le site, ne serait-ce que par le maillage interne, encore une fois, tu vois. Parce que si les robots suivent les liens, ils découvrent plus de pages. S'ils découvrent plus de pages, tu as plus de chances d'être visible, tu vois, trop bien. en un certain sens. Donc ouais, c'est important... de se dire qu'il n'y a pas de petites opportunités.
surtout dans le contexte de l'IA, qui certes va réduire un peu le trafic avec, tu sais, le fait qu'il va y avoir une réponse générée par IA dans Google, etc. Ouais. Mais tu peux créer aussi plus de contenu. Donc peut-être tu vas perdre 20% de trafic, créer peut-être 20% de plus de contenu. Avec l'IA, c'est facile, tu vois. Ok. Et tu vas peut-être retomber un peu sur tes pieds, quoi. Ok, Mais, ça se tient. Mm. Et donc, sur toute cette thématique, donc là, on a beaucoup fait focus sur Google, donc en SEO. Ouais. Et tu as dit un truc assez intéressant en début de podcast, c'est que SEO, c'est pas forcément unique à Google. Ça marche aussi pour tous les contenus organiques, en gros, et ça marche aussi via les réseaux sociaux. Donc, ça peut être Insta, ça peut être TikTok, ça peut être YouTube. J'ai en plus sur TikTok, de plus en plus, il y a des recherches qui sont faites. D'ailleurs, j'ai même vu des vidéos TikTok qui apparaissaient sur les recherches Google. Ils ont fait un partenariat ou quoi? En fait, Google se tourne de plus en plus vers le UGC, donc User Generated Content. Ouais. On voit de plus en plus de sites comme Quora, comme Reddit, comme TikTok, etc., qui se positionnent parce qu'il y a ce côté un peu justement fait par des humains pour des humains, quoi, tu vois. Ouais. Parce que Reddit, Quora, c'est le côté forum, tout le monde donne des tips, etc., qui ne se trouvent pas dans les articles de blog. C'est pour ça que c'est important de faire des vraies recherches quand on fait un article de blog, avec des vrais chiffres, etc., parce que c'est toujours ça qui est le plus intéressant. Mais ouais, sur les réseaux sociaux, le SEO, c'est hyper intéressant parce que une personne qui va taper, et on en parlait tout à l'heure, tu vends quoi que ce soit, exemple, tu vends des produits en B2C ou tu vends des services en B2B, tu vas avoir des gens qui vont vouloir bouffer du contenu vidéo quand ils viennent sur YouTube. Quelqu'un qui vient sur YouTube et qui tape quelque chose dans la barre de recherche, il est beaucoup plus prêt à mettre de l'attention et du temps sur le réseau social que quand c'est sur Google, tu vois. Parce que Google, ils se disent, bon, je clique sur l'article de blog, par exemple. Si j'ai pas la réponse directe, je me casse, quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu ça le délire. Alors que sur YouTube, ils sont à l'affût justement de ce côté généré par l'utilisateur, en se disant peut-être qu'il y a une pépite dans telle vidéo et peut-être une pépite dans telle autre vidéo et tout. Donc en fait, ils consomment beaucoup plus de contenu en termes de temps que sur Google. Et en fait, se positionner sur les pages de résultats de recherche YouTube et même dans les accueils des gens, etc., tu vois, en fait, c'est hyper efficace. Encore une fois, une première vidéo que j'ai publiée à 0 abonné, tu vois, aujourd'hui, elle a 16 000 vues parce qu'elle se positionne sur SEO et que du coup, les gens, ils cliquent sur ma tronche et que ça me fait des vues et des abonnés toutes les semaines, tous les mois, quoi. Ah ouais, puis ça perdure dans le temps, ça, c'est ça qui est bien. Ouais, ça perdure dans le temps. Comme le SEO, en fait. Hein. C'est ça, en fait, le vrai intérêt, c'est les intérêts composés qu'on entend un peu partout tout le temps, mais c'est jamais aussi vrai qu'avec du SEO, quoi. Ouais. Et puis quand tu as des bons contenus qui sont pertinents et qui sont assez intéressants sur le long terme, tu vois, ça peut être hyper intéressant de faire vraiment un focus dessus, quitte à prendre un peu plus de temps, mais être sûr que c'est très qualitatif, que ça répond à des vraies questions et des vraies problématiques pour qu'ensuite ça soit périn et que ce contenu soit mis en avant par les plateformes et même que les gens qui lisent trouvent ça pertinent pour le repartager, etc. Ou que ça fasse un déclic, quoi. Et un autre truc avec les réseaux sociaux, c'est que maintenant, les gens ont l'habitude de voir des créateurs de contenu qui ont des codes promo ou des trucs comme ça, par exemple. Tu vois. Exemple, j'avais fait l'analyse d'un site e-commerce qui vend des compléments alimentaires. En fait, ils ont genre 170 000 abonnés sur TikTok, un truc comme ça, un truc de fou. Parce qu'ils ont aussi, je pense, des vidéos qui répondent aux personnes qui se demandent déjà qu'est-ce qu'il faut prendre comme complément alimentaire, comment ça agit, etc. Mais aussi qui se disent, tiens, il y a peut-être moyen que je chope un code promo à droite à gauche ou sur un compte Insta ou un truc comme ça. Ouais, je vois. Donc c'est vraiment le genre de choses sur lequel il ne faut pas lésiner et sur lequel il faut travailler parce que ça fait partie des leviers hyper efficaces, quoi. Un Reels ou un TikTok qui dit abonne-toi et puis je t'envoie, envoie un MP ou mets un commentaire et puis je t'envoie un code promo pour avoir ça à tel prix ou j'en sais rien. Ça aura toujours beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui donne, je sais pas, le énième conseil que tout le monde a déjà entendu et dont tout le monde se fiche aujourd'hui, tu vois. Donc, l'algorithme YouTube notamment, c'est les tags, c'est le CTR, donc le taux de clic quand tu apparais.
Mais en fait, il y en a tellement sur YouTube qu'il faudrait faire un podcast que sur ça, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. C'est abusé, ça. Et Ouais. puis, je pense que ça, c'est voué à évoluer. Enfin, c'est jamais la même chose de peut-être, Ouais. tu vois, de là aujourd'hui et les conseils qu'on pourrait donner aujourd'hui sur Google Ouais. et même YouTube ou TikTok seront peut-être différents dans 6 mois, tu vois. Ouais, alors sur YouTube, ça va évoluer encore plus vite, je pense, parce qu'ils ont aussi ce côté concurrence des plateformes qui existent depuis longtemps, mais qui sont assez émergentes, genre Twitch par exemple, tu vois, Ok. qui fait du live, TikTok qui fait des shorts, etc. Ils poussent de plus en plus de live et de shorts, YouTube. Mm. Ils poussent aussi de plus en plus de posts, parce que dans ta chaîne, tu sais, il y a un onglet communauté Ouais. où tu peux faire des vrais posts, quoi. Ok. Et donc ça, notamment sur l'appli mobile, ça sort beaucoup. Et 80% des utilisateurs de YouTube le font sur mobile, quoi. Ok. Donc ouais, il faut utiliser un peu tout cet arsenal-là. Mais ça veut aussi dire choisir son combat, quoi. Tu peux pas dire je vais faire en même temps Google, TikTok, Insta, YouTube, etc. À moins d'avoir des gens qui bossent avec toi sur la Ouais, création de c'est contenu. sûr, faut pas se cramer, quoi. En vrai, Google, Insta, YouTube, LinkedIn potentiellement, tu vois. Et encore, c'est quasiment un peu trop. Pour moi, à la base des bases, il faut en choisir un et le poncer un peu, tu vois, et ensuite décliner. Mais voilà. Ouais. Mm. Là, je pense que c'est les meilleures solutions, ça. Mm. T'en prends un, tu le ponces à fond, et une fois que tu as capté comment ça marche, qui te prend plus autant de temps peut-être Ouais. qu'au début, parce Ouais, que forcément, quand tu te lances, tu sais pas trop, tu apprends, tu testes, etc. Mm. Petit à petit, tu construis un peu de... Bah, tu as de l'expérience au final. Ouais. Et une fois que tu l'as, tu te dis, bon, bah, maintenant, je me suis installé, c'est OK. Là, je peux en attaquer un autre. Tu Ouais. vois. C'est carrément ce que j'ai fait avec LinkedIn pendant 2 ans. Je l'ai poncé à balle. Et une fois qu'avec LinkedIn, je commençais à avoir une communauté intéressante, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Ok, bah, j'aimerais bien décliner un format plus visuel, plus pro. Let's go, on va faire des podcasts avec les A-players de chaque domaine, dont toi pour le Trop SEO. cool. Bah non, mais ouais, et je pense que c'est même assez smart de prendre le temps, tu vois. Mm. Parce que moi, je vois beaucoup de gens sur YouTube se lancer un peu à la one again. Et tu vois que ça n'a pas les effets escomptés sur les vues, sur les abonnés, etc. Tu vois. Ouais. Et je pense que prendre un peu plus le temps de préparer quelque chose de quali, ça peut jamais être une mauvaise idée. Ah, c'est clair. Alors que tu peux te cramer avec des trucs un peu nazes que tu prépares pas assez bien. Après, ça dépend de ton niveau d'expertise dans ton sujet aussi, tu vois. Oui. Il y en a, ils peuvent faire des trucs à la va-vite, mais tellement ils sont chauds, ils vont te lâcher masterclass sur masterclass, tu vois. Ouais. Alors qu'il y en a, ils font non seulement des trucs à la va-vite, mais en plus, tu sais, ils vont te éclaté. parler des 3 piliers du SEO, genre alors le contenu, il faut écrire des articles de blog, et puis, enfin, genre, tu sais, c'est naze, quoi. Donc, Ouais, je vois. donc ouais, c'est le juste équilibre. C'est toujours ça. Stylé. Ouais, carrément. C'est lourd. Ça nous fait déjà quasiment 1 heure de contenu. Hein. Ah ouais Ça passe trop vite. Ouais, carrément. C'est mortel. Ben déjà, là, c'est lourd. Tu as donné beaucoup de bons conseils sur le SEO, tu vois, un petit peu les essentiels. Ouais. Donc, si on fait un petit récap, c'est hyper Ouais. important d'avoir déjà une bonne structure avec la définition des mots-clés en avant. Si possible, au début, aller chercher des mots plus longs, enfin des phrases, en gros, des termes plus longs Ouais. que les mots courts, parce qu'il y a trop de concus et il vaut mieux se placer sur des choses plus accessibles au début. Essayer d'avoir quand même une certaine quantité, volume en tout cas, de pages ou de mots-clés pour justement apparaître et améliorer le référencement. Utiliser les catégories produits pour les e-commerçants et les produits. Pas forcément les blogs, même si c'est quand même une bonne idée, mais les produits et les catégories seront suffisantes pour les e-commerçants pour avoir, pour installer en tout cas des mots-clés, des phrases, etc. qui vont moucher. Ça peut l'être, carrément. Il y a, quand tu l'as dit, 1300 mots en moyenne. Bon, c'est pas une règle, mais il faut quand même essayer d'avoir un contenu un minimum qualitatif. C'est pas 3 phrases, ça va pas suffire. Il faut un peu développer. Ouais. Le coup des 150 mots aussi, super smart. Ça, tu vois, pour ceux qui savent pas commencer, prenez une feuille blanche, expliquez ce que vous faites en 150 mots. Ouais. Et là, vous aurez les idées pour aller. Qu'est-ce que j'ai oublié? Sur le netlinking, donc les backlinks, LinkedIn, c'est trop bien. Ok. Parce qu'il y a un truc incroyable qui s'appelle Wallaxy, ou n'importe quel autre outil qui fait de l'automatisation sur LinkedIn. Et l'outil incroyable qui s'appelle Sales Navigator, qui permet de trouver des gens dans ton milieu. Et donc, tu peux envoyer des messages un peu à l'appel. Tiens, ce serait peut-être intéressant qu'on fasse un lien l'un vers l'autre, etc. Ok. Les liens d'échange comme ça, c'est pas forcément les plus puissants, mais il faut bien commencer quelque part.
Et en plus, ça aura souvent l'avantage d'être gratuit et d'être archi quali, quoi. Donc ça, pour le netlinking, c'est vraiment bien. Ok, donc ça, c'est vraiment pour parler avec des gens et pouvoir échanger et dire, bah vas-y, je mets un lien sur mon site, t'en mets un sur le tien. Ouais. Et ok, je pensais que c'était genre tu mets ton site dans un post et puis bah, c'est un netlinking aussi en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. En fait, tu lui dis, bah tiens, j'ai vu que tu parlais de ça. Si tu veux, je te rajoute un petit peu de contenu sur ta page qui te parle de ça. Elle va peut-être mieux se positionner. En contrepartie, moi, je mets un petit lien vers mon site. Et puis voilà, quoi. Et si tu as besoin que je fasse un vers le tien, tu me dis. Et moi, je sais que parmi les liens les plus puissants que que j'avais sur le site de Kimota, dont je fais plus partie là, c'était des liens que j'avais chopés sur LinkedIn de d'autres gens du SEO, quoi, tu vois. Et franchement, c'est facile et rapide de faire comme ça, tu vois. Parce que même tu tapes juste ton domaine d'activité dans la barre de recherche, il y a des gens qui vont apparaître. Ces gens-là, souvent, si c'est le même domaine que toi, il y a de fortes chances que ce soit B2B ou B2C selon ce que tu fais, tu vois, comme toi. Et donc qu'ils aient potentiellement un site web. Et donc, voilà. Donc, si jamais tu peux passer une demi-heure par jour à le faire, ou même un quart d'heure à le faire, tu auras peut-être envoyé, même sans automatisation, tu auras peut-être envoyé 15-20 messages. Ouais. Et voilà, quoi. C'est plus ou moins gagné. C'est des choses que les gens font pas, en fait. Donc, c'est déjà un avantage concurrentiel, ne serait-ce que d'envoyer le message, tu vois. De ouf. Et parce qu'ils y pensent pour le commerce, mais pas pour les autres trucs, alors que ça peut être très puissant aussi, l'outreach, pour le SEO notamment, quoi. De ouf. Et puis la technique, pour parler un petit peu du dernier truc, un petit hack technique, installer un fil d'Ariane sur le site, hyper important, parce que ça fait des liens de maillage sur toutes les pages d'un coup, et faire les mêmes liens qu'il y a dans le header, dans le footer, tu vois, dans ton menu de navigation, tu mets à peu près les mêmes dans le footer. Et je pense qu'à partir du moment où tu as une base comme ça et que tu focuses sur l'intention de recherche, je pense que tu n'es pas trop mal pour commencer à aller chercher le trafic. 80-20. Ouais, c'est ça. Et après, le reste, c'est du détail pour aller chercher vraiment peut-être des positions beaucoup plus techniques qui vont demander plus de travail sur le long terme, mais l'essentiel, en tout cas, pour démarrer, il est là. Le reste, encore une fois, c'est dans le process, quoi. Au début, tu fais ta base et puis le reste, c'est dans le process. Peut-être qu'avec du make, tu peux automatiser de la création de contenu et de la publication automatique sur ton site. Tu repasses dessus derrière. C'est des choses que je fais aussi, ça marche assez bien. Donc, make, en plus, il y a 1000 opérations de gratuites, je crois, sur l'outil. Donc, tu fais un scénario Google Sheets avec tes idées de mots-clés. Gemini, par exemple, parce que Gemini a l'énorme avantage d'être gratuit par rapport à ChatGPT, où tu payes à chaque fois que tu prends des tokens, quoi. Ouais. Par contre, Gemini, petit disclaimer, il faut mettre un VPN sur le PC parce que c'est interdit en France d'avoir des clés d'API de Gemini. Voilà, il faut le savoir. Bon. Donc un petit VPN ailleurs et normalement on peut avoir une clé d'API et donc faire tourner Gemini de manière gratuite du coup. Et puis derrière, into WordPress par exemple, et puis tu répètes le processus, etc. Donc tu vois, ça te fait genre 3 opérations. Tu as 1000 de crédits gratuits, tu vois, par mois. Donc ça te fait 333 du coup articles de blog potentiellement par mois de publiables automatiquement, tu vois. Incroyable. Donc ça peut être intéressant. Mais ça, c'est un peu plus avancé. Et puis, si jamais tu veux qu'on parle automatisation un autre jour, ce sera avec plaisir. De ouf, ça pourrait être super intéressant. Je l'ai pas encore traité en plus ce sujet. Pourquoi pas. C'est complexe, donc je te conseille de trouver quelqu'un de plus calé que moi. Mais il y a des petits trucs très sympas à faire, même quand on s'y connaît pas trop, quoi. Donc trop lourd. Et j'y penserai. Merci beaucoup en tout cas, Valentin. Merci à toi, c'était archi cool. Super cool. Et puis je te dis à très vite. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part aussi? Partage-nous à tes réseaux, ta chaîne YouTube. Ouais, YouTube, c'est Val SEO Guy et Valentin Rouault sur LinkedIn, classique. Et puis voilà, pas de site web parce que c'est en construction et que voilà, quoi. Et trop cool. Merci beaucoup. Et puis je te dis à très vite. En tout cas. Merci de m'avoir invité. Ciao tout le monde. Et puis à plus.